Au niveau de Dakar, nous avons constaté évidemment qu'il y a des inondations depuis quelque temps. Et particulièrement cette année, ces inondations ont occasionné des catastrophes énormes. Mais il faut comprendre que les inondations font partie d'un phénomène naturel. Mais, depuis que nous avons constaté l'impact des changements climatiques, surtout en Afrique occidentale, nous avons vu, du point de vue scientifique, que nous vivons désormais dans une dualité climatique. Soit ça pleut trop, ou ça ne pleut pas assez. Dans tous les cas de figure, c'est quand même assez compliqué pour les sociétés humaines. Mais à Dakar, les inondations font partie des conséquences d'un mauvais aménagement du territoire. Parce qu'en réalité, Dakar ne peut plus supporter cette pression démographique exercée sur ce minuscule territoire d'une petite partie du Sénégal. Naturellement, s'il pleut et qu'il y a cette question d'imperméabilité des sols, on ne peut que constater un ruissellement assez excessif de l'eau de pluie, donc qui va affecter fondamentalement les maisons, les infrastructures, donc les sociétés. Du coup, Dakar étant déjà dans l'eau, fait partie de la presqu'île du Cap-Vert, nous avons donc des nappes déjà affleurantes, et s'il s'y ajoute que nous enregistrons au niveau de cette partie du Sénégal des averses assez conséquentes, forcément avec l'évaporation assez faible, le taux de ruissellement va être énorme. Ce qui constitue ce que nous voyons aujourd'hui, les inondations. Alors, est-ce que les inondations peuvent justement être classées du point de vue des causes naturelles? Je pense également qu'il faudra invoquer l'aspect surtout anthropique qui participe aujourd'hui à aggraver et à agrandir les causes donc, des inondations à Dakar. C'est pourquoi Dakar, même s'il pleut peu au niveau du Sénégal, même si nous avons des années de sécheresse, dès lors qu'il y a quelques quantités de pluie à Dakar, l'eau va ruisseler et ça va donc affecter les maisons. Parce que les gens sont parvenus, quoi que l'on puisse dire, à mettre leur aménagement dans des zones non édificantes et du coup, fondamentalement, l'eau va trouver son chemin. Effectivement, le Sénégal, en termes de ressources en eau, nous n'avons pas de déficit. Le Sénégal est très bien doté en ressources en eau. Au niveau du fleuve Gambie, au niveau du fleuve Sénégal, au niveau du fleuve Casamance et dans tous les autres petits bassins que nous avons au Sénégal, nous avons des excédents hydrologiques. Si on prend l'exemple du fleuve Sénégal, chaque année hydrologique, en période de hautes eaux, à partir du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, le Sénégal perd environ 20 milliards de mètres cubes d'eau qui se déverse en mer. Cette eau pouvait être récupérée et permettre au Sénégal de développer non seulement l'agriculture, de développer la pêche, de permettre une industrialisation qui demande quand même une quantité d'eau assez importante, mais surtout de permettre à assurer la sécurité du Sénégal du point de vue de l'alimentation en eau potable. Aujourd'hui, la région de Dakar et certains grands centres urbains qui se situent le long de la conduite du lac de Guiers s'alimentent en eau potable à partir du lac de Guiers. Mais si nous sommes encore dans des stratégies pour avoir des solutions d'assurer la sécurité de l'alimentation en eau,
c'est parce que, quelque part, nous n'avons pas mis les moyens nécessaires, nous n'avons pas eu le courage nécessaire de permettre à cette perte énorme d'eau que nous enregistrons partout au Sénégal d'être valorisée. Et je pense que c'est là un élément assez important qui nous permettrait quand même de régler l'alimentation en eau potable, de régler l'agriculture, de régler l'élevage et de régler également tous les autres secteurs qui ont besoin de ressources en eau énormes. Par le passé, sous le régime socialiste, nous avions entendu l'idée selon laquelle l'ancien président du Sénégal avait voulu dévier une partie des eaux du fleuve Sénégal dans le Ferlo. C'était pour le projet de revitalisation des vallées fossiles. C'était quand même quelque chose d'intéressant. Mais aussi, dans le cadre de l'OMVS, il y a ce qu'on appelle la commission permanente des eaux, une commission dans laquelle il y a les experts des 4 pays qui ne permet pas également de prendre des décisions unilatérales sans concertation. Et ça a été bloqué. Je pense que c'est eau que nous perdons chaque année peut faire l'objet d'une nouvelle demande au sein de la commission, au sein du Haut Commissariat, au sein de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, et qui permettent maintenant, dans le cas des projets qui sont gérés au niveau de l'Office de l'acte de guerre, le préfet l'eau, qui nous permettent maintenant d'avoir de l'eau assez importante et également irriguer les terres, les vastes terres du Ferlo, et ça peut développer, puisque c'est une région naturellement agro-silvopastorale, développer l'élevage, développer l'agriculture. Et je pense que pour moi, c'est à ce niveau que le Sénégal doit vraiment insister, parce que c'est la condition principale pour donc sortir de cette pauvreté que nous connaissons depuis quelques années, parce que le pays a les ressources nécessaires pour se développer. Nous avons de l'eau en abondance, nous avons des terres arables et qui ne sont pas accidentées. Nous avons également une forte jeunesse qui est là, disponible, et qui parfois même a le goût de la tentation pour donc aller à l'étranger avec des conditions assez compliquées. Mais si les conditions d'espoir sont réunies au niveau du pays, on peut quand même faire quelque chose qui constituera un grand bond en avant pour les générations futures. Les solutions existent et elles sont nombreuses. Parmi elles, la première et qui, à mon niveau, la plus efficace, c'est avoir le courage politique nécessaire pour engager les réformes conséquentes qui permettront à l'État de prendre des mesures pour décongestionner Dakar, pour enlever toutes les infrastructures établies le long des cours d'eau et qui constituent des conduits naturels de l'eau vers l'océan. Il y a une obstruction très grave au niveau de Dakar. Tout a été bétonné. Partout où on a construit, il y a une imperméabilité extraordinaire. L'eau ne parvient même pas à suivre son cours naturel et forcément, ça va affecter les maisons. Si on habite, si on construit dans une zone naturellement constituée de bas niveau, ce qu'on appelle en termes hydrologiques les bas-fonds, fondamentalement, l'eau va donc finir par donc attaquer ces populations et finalement on crie de gauche à droite. Alors, il faut juste comprendre que parmi ces solutions, il nous faut d'abord demander à tous ceux, advienne que pourra, et quelles que soient les conséquences, tous ceux qui sont installés le long des bassins versants, de quitter et de partir avec l'accompagnement de l'État, certes, mais dans des zones habitables, parce que nous en avons partout au Sénégal. Imaginons aujourd'hui la pression démographique au Sénégal. 6 000 habitants au kilomètre carré, c'est extraordinaire. Dans une zone géographique presque plongée dans l'océan. Alors, cette zone géographique où la nappe affleure déjà, avec cette pression démographique, si on ne parvient pas à diminuer cette densité, cette pression démographique sur donc, le territoire de Dakar, on parviendra difficilement à régler la question des inondations. Donc, tout reviendra à la prise de décision efficace, politique, qui donc osera regarder les populations les yeux dans les yeux en leur disant la vérité, que Dakar ne peut plus contenir cette pression foncière, cette pression démographique, cette pression à tous les niveaux. Il faudra que les gens acceptent et comprennent
que le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Et ça, c'est l'État qui doit en amont prendre donc les décisions nécessaires pour donc faire sortir les infrastructures, les services en dehors de Dakar, et forcément les gens auront l'obligation de le suivre. Par exemple, le président Macky Sall, avec ce qu'il a commencé à faire avec Diamniadio, c'est déjà intéressant. Parce que moi qui vous parle actuellement, tous les matins, je quitte chez moi, à Yoff, au Parcelles Assainies, pour donc aller à Diamniadio. Si les conditions d'accompagnement sont assez conséquentes, les gens parviendront à rester là-bas. Mais j'aurais voulu, ou je souhaite, que l'ingénieuse idée du président Abdoulaye Wade, qui consiste à faire de Lompoul une deuxième capitale du Sénégal, je pense qu'elle est quand même magnifique. C'est une merveilleuse idée. Parce que ça permettrait de congestionner totalement Dakar et de participer à vraiment à créer les conditions de deux capitales au niveau du Sénégal. Comme c'est le cas en Côte d'Ivoire avec Yamoussoukro et Abidjan, comme c'est le cas au Nigeria et comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. Je pense qu'au Sénégal, nous avons la chance d'avoir un territoire au relief relativement plat. Nous avons des plains et des plateaux. Donc, on n'a pas besoin d'énormément de moyens comme les pays accidentés comme la Suisse ou comme le Rwanda pour donc parvenir à un aménagement assez intéressant. Il suffit peu de moyens, d'une bonne volonté politique et permettre à aménager un pays déjà gratifié par Dieu. Voilà, je pense que je terminerai par vous remercier tous ceux qui nous suivent également à travers la diaspora, cette diaspora sénégalaise, mauritanienne, malienne, donc répartie un peu partout dans le monde. Mais j'appelle surtout les populations, les fils, les hommes qui ont aujourd'hui des possibilités à orienter surtout leur vision sur des investissements intéressants, non pas seulement concentrés seulement au niveau des capitales, mais commencer surtout à avoir une vision beaucoup plus large, donc holistique, au niveau des terroirs de l'intérieur. Parce que nous avons à l'intérieur de nos pays, loin des capitales économiques et administratives, des zones assez intéressantes qui, lorsqu'elles sont valorisées du point de vue industriel, du point de vue agricole, du point de vue donc de l'économie maritime, ça peut permettre à asseoir un développement, les conditions d'un développement assez harmonieux, harmonisé, et demander également aux gens de réfléchir sur des conditions d'une stabilité, d'une cohérence, d'une union au niveau de l'Afrique d'abord, mais également aussi au niveau de la sous-région. Parce que nous sommes actuellement menacés de partout. Il nous faut beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de courage et comprendre que l'avenir du monde ne se situe pas ailleurs, mais surtout dans le continent. Thank you.